À quoi jouent les dirigeants de la CEDEAO? Qu'est-ce qui peut justifier une telle volonté d'en découdre avec la junte qui a arraché le pouvoir au Niger au point d'envisager, d'entrée de jeu, la guerre? Que l'on condamne unanimement le putsch, c'est logique. Mais comment peut-on d'un coup envisager, j'allais dire, privilégier ainsi l'option militaire, avec les encouragements de Paris et de quelques partenaires occidentaux? Que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Nous demandons au comité du chef d'état-major des armées d'activer immédiatement la force d'attente de la CEDEAO. Nous ordonnons le déploiement de la force d'attente pour rétablir l'ordre constitutionnel en République du Niger. La CEDEAO, l'organisation qui rassemble les pays d'Afrique de l'Ouest, joue un rôle de premier plan en démontrant la nécessité d'un retour à l'ordre constitutionnel et nous soutenons son leadership et son travail dans ce domaine. Que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Lorsque j'ai entendu jeudi 10 août dernier les dirigeants de la CEDEAO sortir de leur sommet d'Abuja avec ainsi la ferme détermination de lancer une opération militaire sur le Niger pour délivrer le président Mohamed Bazoum et le remettre dans son fauteuil, je me suis surpris à me demander s'ils n'étaient pas tous sous influence de quelque chose de non identifié. N'eût été le respect de l'aîné qui régit la relation dans la tradition africaine, j'aurais dit un gros mot, de vilaines choses à leur endroit. Je m'abstiens. Mais je suis contraint, malgré ma politesse, de constater que quelque chose ne tourne pas rond. Mais alors, pas du tout. Ils n'ont donc pas entendu les protestations qui pleuvent, qui se multiplient de partout pour refuser la guerre? Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces trois pays déjà ont indiqué leur capacité de participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces deux pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans ses fonctions de président démocratiquement élu de la République du Niger. Je comprends que l'on veuille afficher la solidarité au sein de la CEDEAO. Mais c'est connu, cette décision n'a pas été soutenue par tous les chefs d'État présents à Abuja. Si certains, majoritaires, se sont abstenus par correction ou par solidarité de groupe, quelques-uns dans le Cap-Vert ont clairement exprimé leur désapprobation, leur opposition à la solution militaire. Mais puisqu'à la CEDEAO on ne prend pas les décisions à l'unanimité, on ne vote d'ailleurs pas, l'idée a été adoptée. Reste donc à la rendre concrète. Cette décision transgresse la constitution ivoirienne qui dispose en son article 104 que la déclaration de guerre est autorisée par le Parlement. En cas de désaccord entre les deux chambres, la décision appartient à l'Assemblée nationale. Et là, la CEDEAO est confrontée à sa réalité, puisque Bola Tinubu, le président du Nigeria, doit faire face à son opinion publique et à son Sénat, qui n'ont aucune intention de lutter contre leurs frères et voisins Haoussa du Niger. Il est de notre devoir d'épuiser toutes les voies d'engagement pour assurer un retour rapide à la gouvernance constitutionnelle au Niger. Celui qui hier tenait des discours très va-t-en-guerre semble un peu dépassé par son aile dure, à tel point que c'est lui qui commence à tempérer à côté d'un Alassane Dramane Ouattara visiblement décidé à en découdre. Nous devons engager dans des discussions sérieuses toutes les parties concernées, y compris les putschistes, pour les convaincre de renoncer au pouvoir et de rétablir le président Bazoum. Je réaffirme mon attachement aux principes démocratiques dans la conquête et l'exercice du pouvoir d'État. En conséquence, je suis contre toute forme de coup d'État
qu'ils soient civils ou militaires. Cependant, je condamne également le recours à la guerre par la CEDEAO comme moyen de règlement de la crise politique au Niger. On est presque tous, en tout cas largement majoritaires, à être contre les putschs militaires. Mais de là à ensanglanter un pays pour sauver le président déchu, j'avoue que ça me dépasse. Ça dépasse mon entendement. Et j'imagine que les gentils putschistes vont précautionneusement veiller sur lui, lui servir son thé, sa camomille, en attendant qu'on vienne les chercher. On est sérieux là? Les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. On n'est pas dans un jeu vidéo là, hein? La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. On parle d'opérations réelles, avec de vraies armes, de vrais soldats, de balles réelles, des victimes et des morts réelles, qui appartiennent à des familles. La guerre n'est pas un jeu. On peut savoir quand elle commence, mais on ne sait jamais lorsqu'on la terminera. Il va bien falloir s'en souvenir. Se souvenir que le peuple nigérien n'a rien demandé, que la région, déjà exsangue, n'a pas besoin de cet épisode sanglant. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et donc le peuple tout entier doit subir les effets des militaires et des politiques. Curieuse façon de voir les choses. Parfois, malgré le fort sentiment affectif qui nous lie à l'Afrique, malgré la fibre panafricaniste qui nous anime au quotidien, on se dit quelquefois que les autres ont des raisons de s'interroger sur notre maturité et notre intelligence. À quel moment cela vient à l'esprit d'un homme sain de corps et d'esprit qui va lancer une opération militaire commando sur un pays pour délivrer un président détenu par des soldats déterminés, qui jouent leur vie, qui vont se plier, lui dire « Ok, on vous le remet ». Et même dans l'idée des négociations, qui peut penser sérieusement que ces putschistes vont dire sous pression « Ok, on s'est trompé, on ne sait pas ce qui nous a pris de poser un tel geste, un coup de folie sans doute, on le regrette, on vous remet le président Mohamed Bazoum ». Il retrouve son fauteuil et nous, on retourne dans nos casernes, en sachant très bien que nous sommes morts, que nous allons au mieux retrouver la pire des prisons, et pour longtemps. Qui peut croire que le général Tchiani et l'armée entière qui l'a rallié peuvent accepter un tel sort? Sérieusement, qui peut croire en un tel scénario? C'est à se demander si ceux qui envisagent à corps et à cri cette guerre veulent vraiment sauver le président Mohamed Bazoum. Il faut arrêter de jouer avec les nerfs des populations qui souffrent de toutes ces agitations politiques. On entend ça et là des dirigeants de la sous-région agiter le spectre de l'intervention militaire un peu comme si c'était juste un court moment difficile à passer. Et c'est justement ce qui m'étonne le plus. Ont-ils déjà oublié ce qu'est la guerre? Ont-ils déjà vu ou vécu une guerre se passer comme les stratèges militaires et les politiques l'ont programmée? La Côte d'Ivoire est-elle guérie des stigmates de celle qui l'a secouée pendant une dizaine d'années? Une guerre civile qui a commencé comme dans s'amusement pour les reprendre, par un putsch encouragé, harangué à l'époque par ceux qui aujourd'hui se liguent en pourfendeur des coups d'État militaires. À l'époque, lorsque le général Robert Gueye renverse le président Henri Konan Bédié, voici ce que dit Alassane Dramane Ouattara, qui à ce moment-là est dans l'opposition. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. La guerre entraînée par cette révolution populaire aura duré une dizaine d'années, faisant plusieurs milliers de morts et une grosse fracture dans la population ivoirienne. La Côte d'Ivoire continue encore aujourd'hui de panser ses plaies. C'était pourtant au départ une simple affaire interne. Le mot guerre doit être proscrit
dans le vocabulaire des dirigeants africains en général et ceux de la sous-région ouest-africaine en particulier. Regardez dans quel état est le Sahel. La cause principale, on la doit à un homme qui, pour des raisons personnelles, en utilisant le sempiternel argument de l'instauration de la démocratie et de la protection des droits de l'homme, a assassiné, avec la complicité des Occidentaux, Muammar Kadhafi, principal rempart contre le terrorisme dans la région. Une opération qui devait être presque une simple formalité, faite au mépris des protestations des dirigeants africains. L'épisode est d'ailleurs très cocasse. The whole of the African Union gave that committee a mandate to look for a solution for the Libyan problem. Now, on one occasion, I didn't go that time. These excellencies, this one here, Jacob Zuma, and the others, I was not there, but my minister was among them. They entered a plane in Nouakchott, in his place. They were going to Libya to mediate. And they were told by NATO to go back. Yes. Said, you go back. Yes, he's here. If I'm telling you lies, African presidents on an African mission over African soil were ordered by NATO to go back. That NATO has not allowed them to land in Libya. Now, we call this in Swahili, dharau, contempt. This is contempt. So now you can weigh yourselves now. Your presidents were ordered by NATO. 6 of them, not one. If it was only 7, maybe you could say. Six excellencies, African excellencies, were ordered, go back. Over Africa. Now, these fellows didn't listen to us. They continued. They killed Gaddafi. Now Libya is in tatters. Up to today. And the problem did not only end in Libya. It went into Mali. It has gone now into Chad. The whole area is in flames. Egypt, yes. So now you see where you are. You were weak. Because of your weakness, you are colonized. Les dirigeants africains n'ont rien pu faire. Certains ont même failli être lynchés sur commande à Benghazi. Résultat, la Libye est un vaste champ pour bandes armées aujourd'hui. Un sanctuaire de terroristes qui écume le Sahel. Personne ne parvient à y ramener la paix, encore moins la démocratie qu'on avait promis aux Libyens, qui, malgré la dite dictature, avait le meilleur niveau de vie de tout le continent. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple, et ça, c'est une erreur. Ce sont les mêmes qui, aujourd'hui, oubliant le chaos qu'ils ont semé, encouragent les chefs d'État de la CEDEAO à partir en guerre au Niger. Combien de morts faut-il pour rétablir la dite légalité constitutionnelle? A-t-on choisi par cette option militaire que les putschistes sont plus urgents à éradiquer que les terroristes, qui risquent dans ce grand chaos d'être le troisième larron qui saisit Maître Ali Boron pour reprendre l'image de la fable de Jean La Fontaine? Vont-ils marquer une cause en attendant que la guerre entre les forces de la CEDEAO se termine avant de reprendre leurs activités criminelles? Il n'en est rien, puisque depuis quelque temps, ces forces du mal ont considérablement avancé et pris des positions clés dans ces différents pays. Plus récemment, ils ont pris le contrôle du barrage de Kompienga au Burkina Faso. Sa fonction première est d'alimenter en électricité la ville de Ouagadougou, avec une production annuelle moyenne d'électricité de 50 gigawatts. Une prise inestimable. Pendant ce temps, on tergiverse sur la légalité de tel ou tel régime. Imaginons dans le meilleur des scénarios pour l'armée de la CEDEAO que vous ayez, avec le concours d'autres forces que nous ignorons, réussi à vaincre les putschistes, l'armée nigérienne, et remis le président Mohamed Bazoum aux affaires. Qui se battra désormais contre les terroristes? L'armée vaincue du Niger ou bien celle de la CEDEAO?
puisqu'elle aura écrasé ce qui reste des forces de défense et de sécurité du Niger. Elle ne sera évidemment plus en capacité de faire front aux djihadistes. Ah, j'oubliais que les forces françaises reprendraient leur position. Une perspective que les Nigériens rejettent avec force. S'ils ont dit qu'ils vont rapatrier leur population, ils n'ont qu'à rapatrier leur armée d'abord. Il faut peut-être arrêter cette tragique comédie avant que cela ne se transforme en carnage. Les États tels qu'ils sont disparaîtraient carrément, puisqu'elle serait totale. Je n'ose pas imaginer une guerre opposant les soldats de la CEDEAO venant du Sénégal, du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Bénin, à ceux du Mali, du Burkina Faso, de Guinée et du Niger. Ça serait vraiment l'apocalypse, le monde à l'envers. Et juste en face, d'autres belligérants bien plus déterminés, bien mieux organisés, ramasseraient la mise, trouveraient le terrain, l'espace propice à leur projet, à la création de leur émirat de contrebande. Avec une guerre, on avance à pas sûrs vers la somalisation du Sahel. J'espère que ceux qui se sont réunis jeudi 11 août dernier à Abuja pour gonfler les muscles et promettre le feu ont pensé à ce scénario, puisqu'ils porteront la responsabilité de ce chaos devant l'histoire. Le risque presque certain dans cette aventure est la somalisation du Niger, qui, c'est certain, n'épargnera pas les voisins. Le projet des djihadistes, on le sait, ne se limite pas au désert. Ils ont dans leur projet de rejoindre la mer, d'avoir une côte maritime à eux. Dans une guerre, tout le monde est perdant. Même si on a l'armée la plus aguerrie, on n'en sort jamais indemne. À partir du moment où on a perdu des hommes, cela fait beaucoup. On est déjà de fait perdant. On a perdu quelque chose. En plus, la science de la guerre montre que ces 2 derniers siècles, l'option militaire n'a résolu aucune question de façon satisfaisante. Elle a toujours entraîné la désolation. Malgré la grande amitié que j'ai pour le président Mohamed Bazoum, je ne pense pas que le remettre dans son fauteuil mérite que l'on verse du sang pour ça. Il serait même suffisamment arrangeant pour comprendre qu'il puisse y avoir un accord pour éviter les affrontements entre les peuples d'Afrique de l'Ouest. Souvenez-vous l'accord historique qu'il a soutenu pour installer un putschiste au pouvoir. Oui, le fils Kaka Déby, qui à la mort de son père Idriss Déby Itno, a piétiné la Constitution, a superbement ignoré les dispositions juridiques et arraché le pouvoir. Les donneurs de leçons d'aujourd'hui sont allés l'installer sans gêne, avec tous les égards sur son fauteuil, au mépris des textes constitutionnels dont on se dit les grands défenseurs aujourd'hui. Voici comment le président Mohamed Bazoum expliquait le soutien de la France et de ses pairs de la sous-région au hold-up du fils Déby. Le pays était agressé de l'extérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ. C'est le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, qui va faire face aux colonnes de rebelles? Et si elles venaient jusqu'à N'Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats? Qui va appliquer la Constitution en ce moment? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution? C'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire on fait le pari avec les militaires et c'est le travail de suivi que fait l'Union africaine aujourd'hui. Tout y est dit, non? Ne pensez-vous pas qu'il faille faire le même pari avec les militaires qui l'ont renversé à Niamey et procéder ensuite au suivi? Ne pensez-vous pas que pendant que ça tergiverse, les mêmes colonnes de rebelles peuvent arriver à Niamey, puisque ces tergiversations leur offrent un énorme boulevard pour prendre le pays qui était déjà menacé au moment même où cette armée était en action? La solution ne sort-elle pas finalement de la bouche du concerné, à moins qu'il y ait d'autres raisons non avouées qui empêchent d'actionner cette option diplomatique? Dans ce cas, ceci laisse libre cours à toutes les spéculations que certains trouvent farfelues, mais qui valent leur pesant d'or, comme la forte influence de Paris et de Washington pour que les militaires ne gardent pas le pouvoir
et que la très opportuniste Russie en profite pour s'installer dans ce qui est considéré comme un bastion du bloc occidental dans le Sahel. Ça serait l'humiliation suprême. Les Occidentaux ne peuvent pas se permettre d'avoir une sorte d'humiliation sur le Niger. Parce qu'il ne faut pas se leurrer, si les putschistes prennent et gagnent cette manche, qu'est-ce qui va se passer ? Le scénario de l'humiliation est fort probable. Le scénario du basculement vers le camp russe est fort probable. Et on va en parler longuement. Imaginons tout simplement la plus grande base des États-Unis au Sahel, partir et puis être pris par Wagner du point de vue symbolique. Est-ce que les États-Unis peuvent accepter ça? Je ne pense pas. Nous ne voulons pas d'une guerre des autres dans nos territoires. On en a assez. En fait, le soutien indéfectible à Bazoum ne se justifie que par la peur de voir la région basculer dans le camp russe. Il n'est qu'un élément du dispositif qui a sauté. Les guerres d'influence, nous en sommes fatigués. Et nous vous prions de vous occuper de vos affaires chez vous, s'il vous plaît. Mais nos dirigeants doivent comprendre qu'ils jouent désormais leur vie et leur avenir avec les choix qu'ils font. Avec une opinion publique qui n'est plus conditionnée par les médias internationaux, qui pensent et interagissent désormais de façon plus continentale. Ils doivent faire comprendre à leurs commanditaires qu'ils ont perdu la main et qu'ils risquent gros en se mettant à dos leur peuple. Il est urgent de négocier pour sortir de cette impasse au Niger. D'abord pour les populations à qui le Nigeria voisin a coupé l'énergie et plongé une bonne partie du pays dans l'obscurité. À qui la BCEAO a coupé les vivres dans les banques et qui ne parviennent même plus à faire leurs courses. À qui les vivres et les provisions ne parviennent plus. Il suffit de regarder les centaines de camions qui attendent aux frontières et dire que même les médicaments de première nécessité ne rentrent pas dans le pays. Quel cynisme! Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. C'est urgent de se préoccuper d'abord du sort de cette population qui souffre, davantage dans une histoire où elle est victime. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité. Que les sanctions prises contre le peuple frère du Niger sont illégales, car aucune règle de la CEDEAO et de l'UEMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont iniques et peuvent être qualifiées de crimes contre l'humanité. Les sanctions ont montré partout leur inefficacité. Elles font souffrir essentiellement les plus fragiles, puisque les putschistes et autres ministres ont de la réserve et des groupes électrogènes chez eux et dans leurs bureaux. Si le but des sanctions est de susciter le soulèvement populaire, ces peuples semblent plus résilients que prévu. Et ces mesures contribuent plutôt à les rapprocher des autorités militaires dont ils se sentent solidaires. La négociation est aussi urgente pour Mohamed Bazoum, qui malheureusement est retenu avec sa famille, avec son fils qui est malade et qui a grand besoin de soins. Il faut en finir avec ce cirque. Le risque d'implosion du pays est important. Il n'est pas certain que les voisins ne soient pas impactés. La violence est la force des faibles en manque d'arguments. Et sans vouloir faire dans la démagogie, je ne peux que m'interroger devant ce déploiement militaire pour aller sauver le soldat Bazoum. Alors que la même CEDEAO s'était faite particulièrement discrète, j'allais dire muette, lorsqu'en janvier 2021, des dizaines d'hommes armés ont envahi les dortoirs d'une école pour jeunes filles dans le nord-ouest du Nigeria et ont enlevé près de 200 lycéennes. Un autre rapt après celui des 276 lycéennes de Chibok qui avaient défrayé la chronique pendant plusieurs mois sans susciter une réaction aussi volontariste des dirigeants d'Afrique de l'Ouest. Pourtant, on savait qui était l'auteur du rapt, Boko Haram. Est-ce que les forces en attente de la CEDEAO ne seraient pas plus utiles, plus aimées des populations si elles s'employaient à monter des opérations pour s'attaquer directement à cette nébuleuse de Boko Haram qui nargue les États, commettre plus d'exactions et de crimes que ces putschistes pour lesquels on punit tout le peuple nigérien? Est-ce que cette force ne pourrait pas aussi être mobilisée avec autant de moyens pour s'attaquer aux bastions terroristes sans attendre le soutien des armées étrangères? Comme dit mon ami et très panafricaniste maître Fatoumata Sidibé Diarra, comment justifier une force anti-putsch lorsque nous sommes incapables de mettre sur pied une force transnationale antiterroriste?
Elle a raison. Ça donne l'impression que les dirigeants sont plus préoccupés de protéger leur fauteuil que de lutter contre les maux les plus ravageurs dont souffre la population. Nous nous plaignons trop régulièrement à raison, très souvent de la responsabilité des autres. Nous ne devons pas nous arrêter parce qu'il faut qu'ils en prennent conscience. Mais nous ne devons pas oublier notre grande part de culpabilité. C'est nous qui sommes responsables de l'essentiel de ce qui se passe, des maux dont nous souffrons aujourd'hui. Même si l'on est opposé à l'option militaire, même si l'idée d'une guerre est inacceptable, on ne doit pas faire des putschs militaires une solution. Ce n'est pas une pratique à encourager. Mais dans le même temps, on doit se souvenir qu'il s'agit avant tout de la conséquence d'une gouvernance qui n'est pas adaptée, d'un modèle qui a montré ses limites. Il est urgent de se débarrasser de nos complexes qui nous ont fait penser pendant longtemps que seul l'autre pouvait concevoir et élaborer le mode de gouvernance, le modèle de fonctionnement de nos pays, de nos cités. Leur modèle est certes très bien pour eux, mais il est important de penser au nôtre, avec nos spécificités, nos traditions, nos valeurs, nos identités. On n'est pas trop nombreux pour y penser, et ce n'est pas une affaire de diplôme ou de fonction. C'est pourquoi, avec quelques amis tout aussi engagés, venus d'horizons d'environnements divers, nous avons entamé depuis plusieurs mois déjà ce travail sur différents sujets, différents thèmes que nous proposerons à votre analyse, à votre critique, à votre enrichissement, et si possible, à votre adoption. Des réflexions sur la gouvernance, sur les institutions, les organismes régionaux, sur les chefferies, les traditions, sur l'éducation, les valeurs africaines, sur l'économie, la finance, la monnaie, la santé, la technologie, l'agriculture, les ressources naturelles, les mines. Bref, sur les grands sujets qui doivent vous inspirer, vous jeunes, pour construire votre avenir, votre Afrique fière, moins complexée que la nôtre, que celle que nous avons connue pendant les siècles précédents. Chacun d'entre vous doit se sentir investi de cette tâche de reconstruction. Vous en avez à la fois la capacité et le potentiel. Dans quelques semaines, nous vous proposerons notre petite contribution. Une ébauche qui, je l'espère, servira de base de travail pour quelques-uns. Vous aurez le loisir de l'améliorer, de l'enrichir si vous le jugez nécessaire. Plus que quelques semaines pour découvrir ce travail que nous avons réalisé dans un groupe de travail baptisé Mansa, du nom de Mansa Moussa, l'homme le plus riche de tous les temps. Je voudrais vous remercier pour votre fidélité à ma chaîne YouTube, qui compte de plus en plus d'abonnés, mais également pour mes autres plateformes digitales où vous êtes de plus en plus nombreux, malgré les faux comptes qui continuent de se multiplier. Cette fois-ci, plus de réelles raisons de vous laisser avoir, puisque comme vous l'avez certainement remarqué, le long de cette chronique, nous vous proposons un QR code à scanner pour être sûr d'être sur notre plateforme, la vraie. Elle vous évite, du moins pour l'instant, de continuer de subir les assauts de cybercriminels qui usurpent mon identité à d'autres fins. Je vous prie donc de scanner ce QR code si vous ne l'avez pas encore fait. Il vous conduit directement à tous mes comptes, LinkedIn, Facebook, TikTok, Instagram et Twitter. En le scannant, vous êtes cette fois-ci certain d'être sur les bons comptes. Celui qui vous propose le narratif africain. Sans complaisance, mais sans condescendance.